Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast de The Free Agent. Aujourd'hui, on va avoir un format un petit peu spécial. On va proposer un hors-série qui va être dédié aux playoffs de NFL. Le premier tour des playoffs qui débute ce samedi et tout au long de ce week-end. Et pour ce faire, j'accueille trois agents, trois des meilleurs agents NFL de la team. Bienvenue Michael pour ta première. Bonjour Charles, bonjour à tous. Vous l'avez entendu lors du premier podcast, vous parlez de ces top flops NFL, c'est Damien. Salut Charles, salut à tous. Et enfin, il était là aussi lui pour le premier épisode, c'est Lucas. Bonjour tout le monde, salut Charles. Très bien, messieurs, on va commencer par la division AFC avec notamment le match entre les Bills de Buffalo et les Colts d'Indianapolis. Alors pour ce match-là, c'est Philip Rivers contre Josh Allen. C'est peut-être, la dernière fois qu'on verra Philip Rivers sur un terrain de NFL. Pour introduire ce match, est-ce que les Bills, qui sont sur une super dynamique, ne seraient pas trop forts pour la défense des Colts? Lucas, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, t'as bien résumé. Les Bills sont sur une dynamique absolument époustouflante. Ils sont à une mairie d'être à 9-0. Donc ils arrivent en playoff avec la main chaude et ils font partie des équipes avec le meilleur momentum. Je vois un peu dans le lot les Packers et les Chiefs. Donc voilà, la comparaison peut surprendre, mais moi j'ai envie de la comparer un peu à l'équipe des Chiefs l'année dernière, avec une équipe qui finit la saison en feu d'artifice, un corps de receveur ultra complet, un QB mobile avec un bras canon, des stats similaires aussi entre ces deux joueurs, un run game poussif et une défense qui s'est révélée au cours de la saison. Donc moi j'ai envie de les comparer un peu aux Chiefs de l'année dernière, ça peut paraître surprenant. Moi je vois quelques similarités. Et ouais, cette attaque des Bills est ultra explosive. L'apport de Diggs à l'intersaison a été un tournant dans la saison de Buffalo. Le GM a fait le move parfait. Ça a soulagé un peu Josh Allen. Ça a métamorphosé complètement leur jeu. L'attaque aérienne est ultra complète avec Diggs qui s'occupe plutôt des tracés intermédiaires, mi-longs, j'ai envie de dire. On a John Brown et Gabriel Davis qui, eux, sont des deep threats, des menaces à longue distance. Ils font une super saison. Et puis, malheureusement, ils avaient Cole Beasley qui s'est blessé et qui sera il est questionable pour le match, on n'est pas sûr qu'il puisse jouer, mais lui vraiment il était important dans les tracés courts et dans le slot. Ils ont une défense aussi qui a comment? Oui, et puis en plus Cole Beasley était capable de lancer des passes. C'est ça. Dans les jeux un peu, on sait qu'en playoff les équipes ouvrent un peu plus le cahier de jeu, donc ça aurait pu être intéressant de voir aussi des jeux un peu des trick plays. Donc ouais, tout à fait. Et ils ont une défense aussi qui a su monter en régime au fur et à mesure de la saison. Cette squad, elle montre un bien meilleur visage comparé au début de la compétition. Aujourd'hui, elle fait pas réellement partie des forces de cette équipe, mais sous son meilleur jour, elle est capable de limiter les attaques adverses. Et puis, quand on connaît la force de frappe de cette attaque, forcément, ça fait un bon mélange. Et cette équipe de Bills est redoutable et fait vraiment peur. Par contre, ouais, comme je le disais, l'attaque a un gros point d'ombre, c'est son jeu à la course. C'est une escouade qui avait c'est un secteur du jeu qui a été prometteur l'année dernière. On espérait une progression qui s'est pas faite et qui malheureusement fait un peu plafonner cette équipe. Et puis voilà, moi j'ai envie de croire aux Bills cette année face à une équipe des Colts qui je suis beaucoup plus sceptique. Rivers, il semble pas sur une bonne dynamique ces derniers temps, donc sur ces dernières semaines. Et pour moi, Indianapolis devrait faire une partie du match derrière au tableau d'affichage. Et quand on connaît la grosse défense des Bills, j'ai du mal à voir un Rivers sur la fin de carrière dans le froid de Buffalo aller chercher le match à la passe. Donc ouais, je suis sceptique pour les Colts. Je crois, toi, Michael, tu tempères un petit peu
l'avis de Lucas en disant quand même que les Colts sont quand même la 8e meilleure défense de la NFL et ont sans doute quand même les armes pour stopper le bras canon de Josh Allen et ses receveurs. Oui, Charles, c'est exactement ça. Je rejoins Lucas par contre sur son analyse des Bills. C'est une équipe qui termine vraiment très très fort la saison, avec un Josh Allen qu'on a vu stratosphérique ces derniers matchs. En plus, je trouve que c'est une équipe qui est très équilibrée aussi bien en attaque qu'en défense. C'est quand même la 14e meilleure défense de la ligue. Et ça me paraît être l'une des équipes les mieux équilibrées dans toutes ces équipes qu'on retrouve en play-off sur cette fin de saison. Ce que je pense par contre, c'est qu'effectivement, ce ne sera pas un match si simple que ça pour les Bills. Aujourd'hui, ils vont affronter une équipe des Colts qui est effectivement la 8e meilleure défense de la ligue, la 2e meilleure défense sur le jeu au sol. Et comme disait Lucas, le jeu au sol a été un peu compliqué pour les Bills cette année. Donc face à des Colts très forts sur la défense sur jeu au sol, je pense que ça va leur poser de nombreux soucis. Et aujourd'hui, les Colts sont aussi une équipe qui est la 5e sur interception et fumble récupéré. Donc ça, je pense que c'est des choses où Josh Allen peut être embêté sur son jeu de passe, même si on a vu des Colts sur la deuxième partie de saison qui étaient beaucoup plus poussifs en défense. Donc moi, mon avis, c'est que si les Colts arrivent à retrouver ce niveau de jeu en défense qu'ils ont connu en fait sur le début de saison, ils seront dangereux pour Josh Allen et pour l'attaque des Bills. Et je rajouterai aussi un point. Les Bills ont effectivement des soucis sur le jeu de course, ce qui pour le coup n'est pas le cas des Colts. On a vu Jonathan Taylor terminer la saison tout feu tout flamme, et je pense que ça peut être aussi une grosse problématique pour la défense des Bills de l'autre côté. Oui, Damien? Je pense que ça va être même la problématique du match, parce que j'ai une statistique pour vous, les amis. Les Bills, cette année, ont manqué 123 tackles. Vous imaginez ça face à Jonathan Taylor, qui a marqué 7 touchdowns lors des 4 derniers matchs, 11 touchdowns en tout, qui est un joueur d'une explosivité qui est absolument terrible. Ça va être un problème assez grave, je pense, pour les Bills dans ce match, et ça peut certainement causer une éventuelle défaite des Bills dans ce match. Ils ont concédé 11 actions de plus de 20 yards sur des courses de running back, donc ça va être un grave problème à gérer. Philip Rivers n'a absolument pas besoin de lancer sur 40, 50 yards, ou de lancer comme il le faisait à San Diego tout le match. Il a avec lui un super running back qui va l'aider pendant ce match-là et qui va poser énormément de problèmes, je pense, à cette défense des Bills. Effectivement, sacrée statistique. Je l'avais pas en tête celle-ci. Effectivement, ce nombre de plaquages ratés est assez impressionnant et face à un jeu de course où le plaquage est absolument indispensable pour stopper rapidement le running back, ça peut avoir des grosses conséquences. Lucas, tu voulais rajouter? Ouais, moi je voulais rebondir. J'ai envie d'y croire au jeu de course des Colts qui s'installera dans le match. Mais le problème, c'est que si c'est surtout la défense en fait des Colts qui va avoir besoin de stopper cette attaque des Bills, parce qu'en cas d'une avant-prise par les Bills, les Colts ne vont pas pouvoir courir comme ils souhaitent le faire, et on aura un Philip Rivers qui va devoir lancer beaucoup plus le ballon. Et on a vu que cette année, quand Rivers devait lancer plus de 30 ballons, et en général, ça se terminait sur une défaite. Donc ça, c'est aussi ce qu'on pourra souligner. Il faudra aussi jeter un œil là-dessus. Absolument. Mickaël, je crois que tu veux rajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Je confirme ce que disait Lucas sur la défense des Colts. Depuis la 11e journée, la défense des Colts, c'est l'avant-dernière sur jeu de passe dans la ligue. Ils ont accordé pratiquement 300 yards par match à leurs adversaires. Et c'est exactement ce que je disais, c'est que si la défense ne se remet pas au niveau pour ce match, les Colts n'auront aucune chance contre les Bills. Et la marge d'erreur est vraiment très faible, je pense, pour eux dans cette rencontre. Très bien.
Vous avez tous de super bons arguments. Quel est pour vous le facteur X dans cette rencontre, Michael? Pour moi, clairement, c'est l'expérience de Philip Rivers. Il arrive à 39 ans dans ses playoffs, pour ce qui seront certainement ses derniers playoffs. Je trouve qu'il n'a pas fait une si mauvaise saison que ça. Il a certes moins lancé que les autres années avec un peu plus de 4 milliards, mais il a surtout connu moins d'interceptions que les autres années. Il en est à 11 cette année. Donc je le trouve plus serein peut-être. À voir comment il va rentrer dans ce match, et comme on le disait au début, comment il va gérer son duel face à Josh Allen. Damien, ton facteur X? Pour moi, mon facteur X, c'est la Bills Mafia qui sera de retour dans le stade des Bills. Oui. Avec 6772 fans qui seront présents grâce au gouverneur. Non, mais c'est très important parce que chacun d'entre eux s'est assis sur son canapé là pendant 17 rencontres. Ils vont être déchaînés pour revenir dans le stade grâce au gouverneur Andrew Cuomo qui a autorisé cette décision, justement. C'est une excellente nouvelle, je pense, pour les Bills, et ça pourrait peut-être influencer le match, on verra, certainement même. En tout cas, je pense qu'ils seront ravis d'être là, et ça va être fait dans des conditions sanitaires parfaites, donc c'est super. Ouais, je pense que le public, pour ce coup-ci, là, en play-off, va avoir un réel impact. Et les franchises qui auront la possibilité d'accueillir des fans auront, pour le coup, un réel avantage. Et Lucas? Moi, mon X-Factor, ça va être le run game des Bills. S'ils arrivent à installer ce run game, s'ils arrivent à faire écouler le chrono, si jamais ils sont devant au score, je pense que ça peut devenir très très compliqué pour les Colts. Et forcément, ça les ramènera, ça la poussera vers la victoire. Et sauf erreur de parcours de Josh Allen, parce qu'on ne l'a pas rappelé, mais il n'a encore jamais gagné en playoff. Et sauf erreur de parcours, moi, je vois les Bills s'imposer sans trop de difficultés. Je pense qu'on est à peu près tous les quatre d'accord sur le fait que les Bills sont tellement montés en puissance cette saison et s'imposent comme logique favori de cette rencontre. On va enchaîner avec le deuxième match de cette AFC. J'ai envie de l'appeler le Covid Game entre les Browns et les Steelers. Cleveland, à nouveau touché par le Covid-19, et Pittsburgh, pas touché directement, mais touché une nouvelle fois indirectement par le virus. Cleveland n'a pas fait de play-off depuis 18 ans. On imagine que l'attente des fans était incroyable. Le Covid arrive. Pas de Kevin Stefanski, sans doute, sur le bord de la touche ce week-end. Moi, je voulais votre avis. Est-ce que du coup, c'est game over pour Cleveland? Lucas? Pour moi, ça va être compliqué. On sait qu'arriver en playoff, il faut un état d'âme, il faut un petit supplément d'âme, et avoir un coach absent, forcément dans le vestiaire, forcément sur la sideline, ça va enlever quelque chose. Je pense pas que stratégiquement les Browns perdent réellement, parce que le plan de jeu va être mis en place, parce que le coach intérimaire va suivre à la lettre ce que veut mettre en place Stefanski tout au long de cette semaine de préparation. Il y aura un plan de jeu qui sera structuré. Moi, où j'ai un regret pour les Browns et leurs fans, c'est ce supplément d'âme que ne pourra pas bénéficier malheureusement le vestiaire des Browns. Michael, qu'est-ce que tu en penses? Je rejoins ce que dit Lucas. En plus, il faut pas oublier que en dehors du coach, il va aussi manquer Joel Bitonio, qui est l'un des linemen de l'équipe. Donc, je pense que les deux absents vont avoir un impact. Je pense aussi dans ces moments-là, dans ces moments importants de play-off, c'est quand même important d'avoir le head coach qui est sur le bord du terrain, que ce soit pour un quarterback comme Baker Mayfield, ou aussi si on est dans un match serré où il y a des décisions sur la fin de match à prendre, des temps morts à des moments décisifs. Je pense que c'est pas pareil d'avoir l'assistant coach que d'avoir le head coach, évidemment, sur le bord du terrain. En plus, là, ce sera même pas l'assistant, ça va être l'entraîneur des special teams, si je me trompe pas, qui sera intérimaire au poste de head coach.
Ouais, en plus, Stefanski, pour le coup, et je te rejoins, Mickaël, et après, je donnerai la parole à Damien. Pour moi, il fait partie de cette équation qui a permis aux Browns, cette saison, d'aller en playoff. Les autres années, Baker Mayfield, il n'était pas du tout à ce niveau-là. Et donc, Stefanski, pour le coup, si son nom est dans la conversation pour le titre de coach de l'année, c'est qu'il y a une raison. Et donc, son absence, pour moi, va avoir un impact énorme sur cette équipe. Et pourtant, avant cette épidémie qui a encore touché Cleveland, pour moi, je pensais vraiment que Cleveland pouvait réaliser une surprise et un upset ce week-end face à Pittsburgh. Mais là, pour moi, ça va devenir très compliqué. Et leur dernière victoire remonte à 95 en playoff. Je pense qu'il va falloir attendre encore une année supplémentaire pour ça. Très bien. Non, mais c'est un gros coup dur parce qu'en plus du match, il doit s'isoler, donc il va pas être avec l'équipe pour préparer le match en fait, pour regarder le film, pour même préparer mentalement Baker Mayfield. Donc ça va être un énorme test pour Baker Mayfield. Est-ce qu'il a la capacité mentale de porter son équipe, parce que c'est sûrement ce qu'il va devoir faire là plus que jamais. Est-ce qu'il peut se transcender? Et il va falloir ça, parce qu'en face, il y a une défense qui est absolument terrifiante. C'est TJ Watt, c'est 15 sacs, c'est voilà, leader de la NFL en nombre de sacs. Ouais. Voilà, 77 pressions sur le quarterback. Enfin, ils sont terrifiants. C'est la force numéro 1 de cette équipe. Parce que tout à l'heure, on parlait justement de Philip Rivers, mais Big Ben a eu beaucoup de problèmes aussi au lancer. Hein. Il a 37,5% de réussite sur 15 yards et plus dans les airs. Waouh, c'est pas énorme. Et voilà, donc la défense va les porter. Et il va falloir que Baker Mayfield et Nick Chubb aussi, parce qu'évidemment, le jeu des Browns dépend à 100% de la capacité de Nick Chubb à rendre les courses crédibles et à rendre la menace qu'est Baker Mayfield à la place crédible, parce que c'est en play action où il est le meilleur. Donc ça va dépendre de tout ça. Et ça sera un gros test de caractère et c'est peut-être une bonne chose au final pour lui. Absolument. Mickaël, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un élément aussi justement sur Big Ben. Je trouve que on l'a trouvé plutôt fébrile à plusieurs moments de la saison cette année. Et je pense qu'avec des Browns au complet, il n'aurait pas eu un match si facile que ça. Surtout avec un Myles Garrett en face qui peut aller lui mettre la pression. Je pense que Big Ben aurait eu quelques soucis au niveau du lancer face aux Browns. Là, le contexte va peut-être changer la donne pour lui et va peut-être changer aussi la donne dans la tête des joueurs des Browns. Mais je pense que ça n'aurait pas été un match aussi simple. Moi, je l'ai vu lancer quand même plusieurs interceptions cette année qui étaient des interceptions étonnantes venant de lui quand il était sous pression. On parlait de statistiques, mais il a des gros problèmes quand même sur play action lorsqu'il lance rapidement en fait, et sur tous ses lancers en moins de 3 secondes, il a une efficacité qui est très douteuse en play action. Il a une notation quand même de 43,9 au lancer sur play action rapide, donc c'est quand même pour un joueur de ce niveau-là très faible. Donc je pense que ça aurait pu, si les Browns étaient dans un autre contexte, vraiment être plus serré, je pense, au niveau du score. Je pense que ça le sera. Hein. C'est terrible pour Stefanski et ça va jouer dans le match, parce que c'est évidemment, on a besoin du coach pour appeler les jeux justes au bon moment. Mais je pense que ça le sera quand même, hein, parce que l'équipe des Browns arrive quand même avec pas mal de confiance. Et bon, c'est vrai que c'est un événement difficile qui les touche, mais ils seront là. Et j'ai trouvé Big Ben vraiment pas du tout au niveau avec la pression et en play-off. Et c'est quelque chose, je pense, duquel on parlera assez souvent au fil des autres matchs. Le jeu de course, je trouve, est vraiment important, plus encore que dans la saison régulière. C'est vraiment la base du jeu. Et le jeu de course des Steelers cette année a été vraiment terrible, vraiment pas au niveau d'une équipe de ce calibre. Le jeu de course, les running backs, le jeu des running backs des Steelers, c'est pas du tout au niveau. C'est une catastrophe. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je trouve, compte encore plus en play-off que pendant la saison régulière. Et ça risque, encore une fois, je pense, de leur jouer des tours.
Lucas, est-ce que tu vas dans ce sens? Complètement. Complètement. Il faut savoir que là, le jeu de course, pardon, des Steelers est complètement mauvais historiquement. Ils font partie des saisons avec le plus faible, les plus faibles yards pris par match à la course. Je crois que ça tourne même pas autour des 80 yards, donc c'est rien du tout. Et je pense que c'est là que Cleveland aura une carte à jouer. S'ils arrivent à complètement stopper, ce sera pas bien compliqué, je pense, le jeu de course des Steelers. S'ils mettent Big Ben dans des conditions un peu compliquées, moi je pense qu'ils ont une réelle carte à jouer et je pense que le match sera pendant peut-être jusqu'à la fin, peut-être jusqu'aux 2 dernières minutes à une seule possession d'écart, pardon. Et c'est là où j'ai peur pour Cleveland. Mettre Baker Mayfield voilà, avec la pression de l'événement, avec la pression aussi de cette défense, aller chercher un match à une possession d'écart. Moi, j'ai pas confiance en Baker Mayfield, pardon. Et je pense que c'est là aussi où l'absence du coach va se faire ressentir sur la fin de match. Parce que moi, je les vois pas à plus de 2 possessions d'écart, les équipes en tout cas. Michael? Bah écoute, je suis d'accord avec ce qu'ont dit Damien et Lucas sur le jeu de course. Après, est-ce que vraiment les Steelers avaient moyen cette année, avec les joueurs qu'ils ont, d'instaurer un vrai jeu de course? J'en suis pas sûr. James Conner, je sais pas si c'est du niveau d'un Nick Chubb justement ou d'un Kareem Hunt. Donc je dirais que j'ai plutôt l'impression qu'ils ont joué sur leurs forces, qui ont été le jeu de passe et la défense surtout. Mais est-ce que vraiment ils avaient les moyens de rivaliser à la course avec d'autres équipes? En termes d'effectifs, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. Non, je pense pas non plus, hein, tu as raison. Hein. C'est un manque, clairement un manque de joueurs, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils arrivent à régler à l'avenir, parce qu'on a une défense ultra solide, on a un jeu de passe qui est quand même qui a fait ses preuves, même s'il y a eu un gros coup de mou, et bon, et ça compte et ça comptera. Et c'est quelque chose auquel, pareil, ils vont devoir penser à l'avenir, mais la course, avec ça, c'est une équipe qui est presque inarrêtable, avec une défense pareille, un jeu de passe stable et de la course. Je vois pas qui peut aller chercher cette équipe. Absolument, je suis complètement d'accord. Du coup, quel est votre facteur X sur ce match, Damien? Pour moi, ça sera Nick Chubb et le jeu de course des Browns, qui va permettre, je pense, à Baker Mayfield d'avoir plus de temps et plus de crédibilité sur ses play action, et qui peuvent vraiment déstabiliser la défense des Steelers. Lucas? Moi, j'avais noté pareil que Damien, je le rejoins. Il faut que les Browns établissent leur jeu de course comme ils ont fait tout au long de la saison. Plus que jamais maintenant en playoff face à cette défense. S'ils n'arrivent pas à mettre ce jeu de course en place, j'ai peur pour les Browns, j'ai peur pour Mayfield qui peut se liquéfier à tout moment. Je ne sais pas s'il sera capable d'aller batailler comme ça face à cette défense redoutable. Sans son head coach, avec la pression d'événements, des fans qui attendent depuis 18 ans, et on connaît le contexte, j'ai bien peur si jamais il n'arrive pas à mettre le jeu de course en place. Et pour toi, Michael? Pour moi, c'est clairement la ligne défensive des Browns. Est-ce qu'ils arriveront à mettre suffisamment de pression sur Ben Roethlisberger et est-ce qu'ils réussiront à lui faire commettre des erreurs? C'est pour moi la clé du match. Mais je rejoins aussi Lucas sur Baker Mayfield. Est-ce qu'il arrivera à supporter la pression d'un tel événement après autant d'attentes? J'ai hâte de voir ça. On va enchaîner sur le dernier match de cette conférence américaine, avec peut-être la plus belle affiche, les Ravens contre les Titans. Si je dois résumer ce match, c'est un peu court forest court, avec d'un côté un Derrick Henry à plus de 2 milliards cette saison, et puis de l'autre côté, je crois qu'on n'a pas assez de doigts de la main pour compter le nombre de joueurs qui sont capables de courir. Et en premier lieu, Lamar Jackson. Donc, pour vous, comment vous voyez ce match? Est-ce que ça va être juste un duel de course? Est-ce que au final, la passe va avoir son importance? Voilà. Dans quel état d'esprit tu vois ce match, Damien?
La passe va avoir son importance parce que c'est peut-être la différence entre les Ravens et les Titans. Je pense, que les Titans sont beaucoup plus équilibrés au niveau de la passe que les Ravens. Par contre, je trouve la défense des Titans particulièrement mauvaise en cette fin de saison et assez inquiétante. Ils ont pris 38 points contre Houston, 40 points contre Green Bay, 25 contre les Lions, 35 contre Cleveland. Face à Lamar Jackson et J.K. Dobbins, qui sont tous deux en furie depuis le match contre Cleveland, ils sont inarrêtables, ça risque de poser problème, et c'est ce que je pense, c'est ce qui va décider le match en faveur des Ravens. Absolument. Je suis un petit peu d'accord. Les Titans ont eu une saison un petit peu en dents de scie. Un coup, ils étaient capables d'être inarrêtables et l'instant d'après et les derniers matchs l'ont montré. Et même si l'attaque a pris le pas, leur attaque a été suffisamment consistante et bonne pour prendre le pas sur le nombre de points qu'ils ont encaissés. Mais là, on rentre en playoff et ça, on sait que c'est souvent les défenses quand même qui gagnent les titres. Lucas, est-ce que tu partages un petit peu cet avis? Complètement. C'est peut-être le match le plus serré de ce week-end des wildcards. On a une équipe qui finit bien la saison régulière avec le momentum, qui arrive en pleine bourre comme ça en playoff. Et de l'autre côté, on a une équipe qui, en attaque, je me fais pas de soucis. Ils ont le jeu de passe, ils ont le jeu de course. Mais en défense, comme l'a dit Damien, c'est bien plus compliqué. Et surtout quand on affronte les Ravens sur ce premier tour des playoffs. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai envie de souligner aussi la capacité des Ravens à mettre en place le jeu de course. S'ils mettent en place le jeu de course, ils feront des drives longs, ils feront des drives qui mettront l'attaque des Titans sur la touche. Donc forcément, elle aura un impact moindre sur la rencontre. S'ils arrivent à faire ça, j'ai peur pour les Ravens. Pour les Titans, pardon. Pour les Titans, oui. Ouais. Michael, toi, comment tu vois ce match? Je rejoins complètement les avis de Damien et Lucas. Je pense que ça va être clairement un match qui va se jouer à la course, même si je ne négligerai pas la passe, parce que je pense qu'un Ryan Tannehill peut aussi montrer ce qu'il sait faire au jeu de passe, sachant que cette année, il a fait une saison quand même plutôt bonne et plutôt honorable. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que quelqu'un peut stopper le jeu de course des Ravens cette année et sur cette fin de saison, parce qu'ils arrivent quand même dans une forme assez incroyable. Donc, je sais pas. Quand je vois la défense des Titans cette année, sur les 3 derniers matchs, ils encaissent 38, 40, 25 points. Ça me paraît trop pour pouvoir stopper une équipe comme Baltimore. Donc j'ai quand même de gros doutes sur leur capacité à s'ajuster pour ce match. Maintenant, l'autre élément qui quand même m'inquiète aussi, c'est Lamar Jackson. Est-ce qu'il est capable d'emmener son équipe jusqu'au bout en lançant aussi peu de yards? Il est le 22e quarterback de la ligue en nombre de yards lancés. Je trouve ça peu pour une équipe qui vise le Super Bowl, clairement. Donc je me pose la question, est-ce que ça va pas jouer dans ce match? Est-ce que ça n'aura pas aussi un impact? Parce que là, on arrive dans les choses, dans les choses sérieuses. Et je pense qu'il faudra être bon dans toutes les phases du jeu, aussi bien en attaque qu'en défense, qu'à la passe, qu'à la course. Donc je me pose vraiment la question le concernant. Alors les bookmakers donnent quand même les Ravens favoris, pas de beaucoup, hein, juste de 3 points. Mais là où je vous rejoins, pardon, c'est sur le momentum et que ce soit en NFL, en NBA, en NHL ou en MLB, c'est une composante qu'on oublie souvent. On regarde effectivement l'ensemble de la saison régulière et on se dit ils ont été constants, ils font partie des tops équipes, etc. Mais on a tendance souvent à négliger les 4-5 derniers matchs. Et là, dans le cas des Ravens, les 2-3 derniers matchs où on a retrouvé les Ravens de l'année dernière, ceux qui avaient fini en tête de leur conférence et qui étaient donnés largement favoris avec un Lamar Jackson MVP à l'unanimité, si mes souvenirs sont bons. Moi, j'ai ce sentiment-là de retrouver un petit peu
ces Ravens-là, avec les petites additions qui vont bien. J.K. Dobbins, qui a fait un dernier match absolument fantastique à la course. Les Ravens, de manière générale, ont fait un match énorme à la course. Et puis en défense aussi, avec Calais Campbell. Ils se sont renforcés là où ils en avaient besoin. Et typiquement, attention aux Ravens. Ils sont arrivés un peu en sous-marin. S'ils passent les Titans, la donne peut changer parce que ça va être le premier match, la première victoire de Lamar Jackson aussi en playoff. Donc, il y a tout ce momentum et tout ce qui pourra s'accompagner avec pourra changer la chose. Oui, Michael, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose concernant le momentum. Comme tu le disais, c'est un facteur qu'on néglige parfois, mais qui est très important, et d'autant plus important, je trouve, en NFL, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un mois, la compétition sera finie. Donc concrètement, il faut être le meilleur là pendant un mois, la meilleure équipe. Et effectivement, ce qui s'est passé en début de saison n'est plus forcément vrai aujourd'hui. On le voit avec les Steelers, qui ont démarré la saison très fort et qui l'ont terminé beaucoup moins fort. Et comme tu le disais, là, il reste un mois de compétition et il faudra être le meilleur pendant un mois. Et l'équipe qui va réussir à justement hausser son niveau de jeu et quelque part se surpasser sera celle qui certainement gagnera le trophée Lombardi. Lucas, tu voulais rajouter? Je voulais aussi montrer sur ce match-là ma confiance si jamais les Ravens doivent passer le ballon plus qu'ils ne devront courir. Si le scénario fait en sorte qu'on demande à Lamar de lancer, moi j'ai pas de grand doute. Je pense qu'il va pouvoir s'en sortir parce qu'en face, on a une défense des Titans qui n'arrive pas à mettre de pression sur le quarterback adverse. On a des linebackers qui sont diminués. On n'a pas de cornerback capable de contenir un receveur. Les safety, il y a des noms qui ressortent, mais qui sont peut-être pas non plus sur la meilleure saison qu'ils ont fait de leur carrière. Moi, si jamais le scénario venait à faire que les Ravens doivent passer la balle, j'ai pas de crainte sur la capacité de Lamar à le faire. Donc le facteur X, est-ce que c'est la course pour vous, Lucas? La course, oui, et plus particulièrement la gestion du chrono. On sait que si les Ravens, comme je l'ai dit, installent un jeu de course, ils vont pouvoir construire des drives longs, épuisants pour la défense, mais surtout aussi mettre l'attaque des Titans sur le côté. Et donc même en le mettant sur le côté et en faisant revenir Derrick Henry sur le terrain, peut-être qu'on ne pourra pas lui donner 25 ballons comme il aime le faire, peut-être qu'on l'utilisera beaucoup moins. Et là, ils ont vraiment une grosse carte à jouer, les Ravens, si l'utilisation de Derrick Henry est diminuée. Michael, ton facteur X? Moi, mon facteur X, ce sera Ryan Tannehill. Comme le disait Lucas, il y a beaucoup de hype et de focus qui est fait sur Derrick Henry. Et je pense qu'on oublie un peu Tannehill. Et pour moi, c'est lui qui peut faire basculer la rencontre. Est-ce qu'il va être capable justement de se mettre au niveau des playoffs? C'est la grande question. Mais pour moi, avec l'expérience qu'il a, je pense qu'il peut le faire. Oui, je pense que l'expérience qu'ils ont eue l'année dernière va les aider ce week-end. C'est un groupe qui n'a pas beaucoup changé. Donc, il y a une vraie. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'ils vont retrouver, de jouer un match de playoff. Le groupe est pratiquement le même du côté des Titans. Donc, attention aussi au sursaut d'orgueil qui peut avoir lieu. On n'est pas à l'abri non plus d'une victoire des Titans, attention. Et ils jouent à domicile. Chose à pas oublier, c'est Titans qui reçoivent. En plus. Exactement, oui. Damien, ton facteur X? Oui, vous l'avez presque introduit, mon facteur X, mais faut pas oublier que l'an dernier, on a eu un upset des Titans, que Lamar Jackson n'a toujours pas gagné en playoff, et ça va pas être rien d'aller chercher une première victoire en playoff. Je veux dire, dans la tête, c'est pas facile, et ça va être un gros test psychologique pour Lamar Jackson. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, s'il passe ce test, ça va être très intéressant pour la suite. Est-ce que tu le vois aller au bout s'il passe le test? Non, parce que je vois pas comment il pourrait battre les Chiefs. Je vois même pas comment il pourrait battre les Bills. Non, mais bon, ça va être beaucoup plus serré. Ça va être un gros déclic pour lui. Je pense qu'il en a besoin parce que bon, être MVP c'est bien, mais bon, à la fin on retient qu'il a gagné les Super Bowls. C'est pas les récompenses individuelles.
pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose et je crois pas que ça compte au final. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est gagner des Super Bowls, gagner des titres, gagner même des titres de conférences, des choses comme ça, et c'est ce dont il a besoin. Oui, Lucas. Au pire des cas, moi je suis pas contre qu'il gagne un titre de MVP du Super Bowl, hein, ça voudrait dire qu'il serait allé au bout. Donc, après les titres individuels, ouais, c'est vrai que ça passe en second plan. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup les gars pour ces previews de l'AFC. On se retrouve dans un prochain épisode juste après pour parler cette fois-ci de la conférence nationale avec 3 aussi belles affiches et dont un Seahawks Rams qui promet beaucoup. Merci à tous et puis on se retrouve très très vite.